Ça le dit, au jeu. Game on. En fait, play ball, comme on dit. Oh mon Dieu, en plus, c'est tout propre, Carl. Comment ça va? Wow! Ça va bien, vous autres? J'arrive du golf. Ah, OK, c'est ça le look. OK, c'est drôle parce que les boys, on dirait qu'on met plus d'efforts pour s'habiller pour aller jouer au golf que quand il faut qu'on aille faire les courses ou l'épicerie avec sa blonde ou sa femme. C'est tout le temps, tu sais. Quand tu vois un gars chic, soit que sa mère vient visiter, ça ne tente pas de se faire chier, à se faire dire bon, pourquoi tu t'habilles de même, ou évidemment, il arrive du golf. Comment ça a été? Correct, c'était ma première de l'année. Fait que, somme toute, c'est quoi, 87 que j'ai joué? C'est respectable. Wow! J'accepte. C'est ma petite game, ma short game qui n'est pas excellente. Même si j'avais eu 5-6 games en arrière de la cravate, ça aurait été le même scénario. Moi aussi, ma short game et le putting et mes drives. Et le drive. Exact, et tout, en fait, dans la seconde que je sors mon sac du char, je sais que je suis dans la merde. Pas compliqué. Là, fait que, hey, t'es souriant, la vie est belle? Oui, la vie est très belle. Faisait beau. On est dans pleine saison de baseball. Je suis occupé pas mal, mais la vie est très belle. Ben écoute, moi, je veux te remercier personnellement, toi, puis Kevin Young, puis Max Lamarche. Il y a bien du monde qui m'ont fait réaliser un rêve. Évidemment, c'est de descendre à Phoenix, à Scottsdale avec vous autres pour aller m'entraîner avec l'ABC. J'étais avec des petits culs de 16-18 ans et pendant 3 jours, j'ai eu 16-18 ans. J'entends encore ta voix dire « Hey Martin! Ah ouais, ramasse un bâton si tu t'en vas frapper. Ah, oh, man, écoute, j'en parle, et donc je veux te remercier. Et c'était beau de voir, tu sais, la passion de ces jeunes-là. Puis, en fait, ils sont à un âge, à 16-18 ans, où, j'imagine qu'en tant que coach, parce qu'évidemment, pour ceux qui ne savent pas ton implication, on dit quoi, coach officiel de team de l'ABC ici au Québec? Oui, en fait, je porte un peu 2 chapeaux. Je suis coordonnateur des lanceurs, puis pendant l'été, je coach l'équipe de 17 ans et moins. Donc, notre équipe plus vieille, on a 2 équipes. On a une équipe de 16 ans et moins, puis une équipe de 17 ans et moins. Puis moi, je m'occupe de l'équipe de 17 ans et moins. Parce que c'est drôle parce que souvent, après l'entraînement, moi, je jouais des deux côtés. Je me tenais avec les boys, les jeunes boys. J'étais accueilli vraiment par les jeunes. J'ai vraiment adoré ça. Et après ça, évidemment, je traversais le bord de la clôture. Puis là, j'étais avec les coachs, puis j'entendais jaser et tout. Et c'était beau de voir les discussions, justement, sur... T'as pas le choix de porter pas des jugements, une analyse sur les performances des boys. C'était là pour les entraîner, les amener ailleurs. Puis à cet âge-là, parce que je me souviens d'une discussion qu'on a eue parce que ma première apparition au bâton, j'ai un but sur balle. Comment tu peux donner un but sur balle à un gars de 53 ans qui n'a pas été au bat depuis 30 ans? C'est un peu gênant, c'est correct. Mais tu sais, gars, je pense que j'ai intimidé le jeune un peu. Là, je peux comprendre ça. Mais sérieusement, à cet âge-là, c'est plein de passion, mais c'est en même temps, évidemment, très naïf. C'est quoi l'angle? Comment tu trouves la limite de dire faut qu'il entende la vérité, il faut que je le brasse un peu, puis il faut qu'en même temps aussi, je sois capable de comprendre qu'il est encore jeune puis qu'il apprend, t'sais. C'est dur à trouver. Il faut que tu... D'abord, moi, je considère que tu dois comprendre avec qui tu deals aussi. Là. Même à cet âge-là, c'est des jeunes adultes quand même. Puis, c'est pas tout le monde qui répond aux mêmes stimuli ou aux mêmes commentaires ou à la même manière d'approche, si on veut. Fait que c'est vraiment de comprendre qui est le jeune individu, le jeune athlète. Puis après ça, c'est beaucoup du sugar coating. Tu veux lui dire... les 4 vérités, tu veux pas non plus camoufler plein de vérités dans le but de lui faire plaisir. Il faut quand même que le jeune athlète comprenne ce qu'il doit travailler, ce qu'il doit améliorer, ce qu'il fait de bien, surtout, mais aussi ce qu'il fait de moins bien, parce que, veut pas, il faut travailler sur nos faiblesses autant que sur nos forces. Donc, il y a beaucoup de messages subtils, si on veut. Moi, j'aime utiliser l'humour pour essayer de faire comprendre que tu fais telle ou chose, pas tout à fait de la bonne manière, mettons, là, mais comme je dis, c'est vraiment de comprendre c'est qui ton individu, c'est qui ton athlète, puis comment le driver, puis lui faire comprendre les messages que tu veux lui faire passer. Si jamais tu veux qu'on brainstorm des gags, tu me le diras. Ça me fait plaisir. Ta prochaine visite de Monticule, tu vas avoir un punchline quelque part aussi en disant à ton lanceur aussi que c'est le temps de partir. Gag, tu avais une question sur le bout des lèvres. Comment ça va, mon homme? T'es en forme? Oui, ça va bien, toi? Hey, incroyable. Ouais, ça va bien. Merci de dire ça en passant. Là, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ça fait longtemps que moi et Carl, on se connaît. Moi, je l'ai coaché longtemps. Puis on parlait de coaching style, puis on parlait de jeunes, comment on communique aux jeunes. Moi, j'ai trouvé toujours, dans ma tête, à moi, c'est une relation que tu as avec un jeune. Puis je pense que
Moi, mon style, c'est vraiment de connaître le jeune. Ça prenait beaucoup de temps à rendre le jeune. Moi, ma question, dans le fond, c'est juste savoir c'est quoi ton style, tu penses, de coach? C'est pourquoi tu connectes avec les jeunes, puis c'est comment, c'est valorisant. Tu sais, moi, je le sais, quand je te coachais, c'est vraiment valorisant de parler à un jeune, puis voir qu'il comprend. Puis c'est quoi que tu as appris, genre? C'est quoi la différence entre Carl le lanceur et Carl le coach? Une bonne question. Bonne question, Gags. Écoute, Tu m'as invité le souling. Ça fait une semaine qu'il y a brainstorm. Ça fait une semaine qu'il m'appelle 10 fois par jour. Et en plus, j'ai fait des notes, c'est même pas une question que j'ai écrite. Ça fait 2 semaines. T'improvises, man! T'improvises. Gags is loose. Côté coaching, là, je te dirais que j'ai touché à tous les groupes d'âge. Quand j'étais plus jeune puis j'étais encore actif dans le baseball professionnel, pendant les saisons mortes, je faisais des cliniques là, à des tout jeunes. Ça prend énormément de pédagogie puis de la simplicité pour que les jeunes comprennent. Ensuite de ça, à ma fin de carrière avec les Capitals, mais j'étais joueur-entraîneur, un peu comme Reggie Dunlop. Fait que je m'occupais des lanceurs puis je lançais à mon tour. Là, tu deals avec des joueurs professionnels qui sont proches de ton âge ou quand même. Là, présentement, j'ai un groupe d'âge là, que je trouve quand même le fun à travailler avec parce que, comme je disais, c'est des jeunes adultes, c'est des joueurs quand même remplis de talent, très promoteurs, puis c'est des petites éponges. Ils sont prêts à apprendre, ils veulent apprendre, puis ils veulent passer au prochain niveau, puis s'améliorer. Donc, moi, j'ai une approche un petit peu easy-going. J'ai une approche, je les laisse travailler. Je m'assure qu'ils travaillent fort, puis qu'ils cochent toutes les cases qu'ils doivent cocher là, sur une base régulière. On a une semaine où du lundi au vendredi, par exemple, on doit toucher à plein de choses. Je m'assure que les gars travaillent fort, je m'assure que les gars sont heureux, qu'ils sont bien, qu'ils ne sont pas tracassés. Je suis un peu leur grand frère, si on veut, plus qu'une figure d'autorité, si on veut. De temps en temps, tu n'as comme pas le choix de mettre un casque un petit peu plus autoritaire parce que tu dois remettre le train sur les rails lorsque c'est le temps, mais somme toute, là, c'est vraiment un beau groupe. J'ai peut-être 23-24 lanceurs à ma charge pendant l'hiver. Puis un peu pareil là, pendant l'été. L'été, je te dirais même un peu moins. Là. Il y a peut-être une vingtaine de lanceurs à ma charge pendant l'été. Mais c'est vraiment plus un rôle de grand frère, s'assurer que ça progresse bien, que ton bras va bien, ton mental va bien, parce que c'est beaucoup, puis Eric, tu vas pouvoir me confirmer ça, là, mais la confiance, c'est extrêmement fragile, puis tu peux truquer de la confiance aussi là, aux jeunes, leur dire qu'ils sont bons même dans des moments où ça va moins bien. Fait que c'est vraiment une approche plus pédagogue, puis plus grand frère là, que j'ai, moi, je pense, avec les jeunes. Mais moi, je t'ai vu, puis de un, t'as pas peur de mettre les points ici, parce que c'est nécessaire aussi avec des jeunes de cet âge-là. Puis, sans nommer de nom, on a vu une couple d'exemples pendant les matchs, intra-équipe, surtout, moi, c'est là que j'étais là pendant. Et j'ai vu des jeunes, comme tu dis, avec énormément de talent. Je me souviens d'en voir un, juste la clairer du bord de la clôture. Et ce que je me suis rendu compte aussi, ce qui est tough, tu parles de développement et de du caractère. L'ego est à checker. On sait c'est quoi, 16-17 ans, on est des jeunes coqs dans une basse-cour, là. On a le chest bombé, là, tu sais, puis honnêtement, des fois, tu sais, je vous voyais, tu sais, des fois, ça doit être frustrant quand t'as un joueur qui est un peu cocky, qui est trop confiant, puis t'essaies de le ramener à terre. Des fois, j'ai l'impression que c'est plus tough de ramener un kid qui se pense meilleur que tout le monde qu'un kid qui a besoin de construire sa confiance. Je me trompe-tu? Absolument. Écoute, il y en a que c'est de la fausse confiance aussi. C'est comme une image, une parure. Moi, je suis tough, moi, je suis bon. Un bouclier, finalement. Exact. Puis la seconde que c'est le temps de livrer la marchandise, ça ne fonctionne pas. C'est signe que c'est de la fausse confiance. Ça en prend de la fausse confiance aussi. Puis je pense que c'est même toi, Eric, qui racontait que tu dois être un peu hypocrite dans le sens que tu dois te dire que tu es le meilleur, puis tu dois être assez niaiseux pour te croire que tu es le meilleur. Là. C'est pareil en humour, si je peux vous rassurer. C'est vrai. C'est Tommy Lasorda qui disait ça. Il dit, know that you're the best, just don't tell anybody. Je pense à ça. Ah ouais, sache que tu es le meilleur, faut pas dire à personne, j'adore ça. Exactement. Il y a comme il y a de le montrer, puis il y a de le démontrer. Je pense que c'est deux choses différentes. Il y a des jeunes à cet âge-là, par exemple, ceux qui sont élus sur l'équipe nationale, souvent lorsqu'ils reviennent de là, il y a une confiance différente, une attitude un peu différente, comme si, hey, tout d'un coup, je suis meilleur que tout le monde alentour de moi, mais tu sais,
pour avoir gravité dans le milieu du baseball pendant assez longtemps, des joueurs qui ont fait l'équipe nationale puis que ça n'a rien donné par la suite, puis il y en a eu un puis un autre, puis il y en a eu d'autres qui n'ont jamais fait l'équipe nationale puis qui ont eu des belles carrières, puis que, tu sais, il n'y a pas un développement à cet âge-là, surtout, qui va de... C'est pas linéaire, là. Il y en a qui sont meilleurs plus jeunes parce qu'ils ont atteint leur maturité plus jeune, parce que physiquement, ils sont en avant des autres. Puis il y en a d'autres que ça tarde, puis ils n'ont pas un poil d'en face, puis qu'ils sont gros comme ça, puis ça va prendre quelques années encore avant de remplir un frame. Fait que, tu sais, je veux dire, le concours d'ego, comme tu mentionnes, le Max, là, il est présent, puis c'est à gérer, puis c'est de s'assurer que c'est pas dérangeant auprès des autres. Puis que ça tire pas un groupe dans la mauvaise direction, mettons, parce qu'ils sont quand même nombreux. Là, on deal avec 44-45 joueurs pendant l'hiver. Là, c'est un programme avec beaucoup d'ego, si on veut. Mm-hmm. C'est qui ton meilleur coach que tu as eu, à part moi, bien sûr? À part moi. C'est qui le meilleur coach qui a fait un grand impact, là, à part moi, vraiment? Là, je sais que tu vas dire moi, mais... Ouais, qui aurait peut-être même influencé ton style de coaching à toi aussi. Ouais. Ben, je pourrais dresser une petite liste, je te dirais. Plus jeune, je dirais que mon père a été un impact quand même important pour moi. Mon père a un CV baseball assez intéressant aussi. Il a joué dans les mineurs avec l'organisation des Pirates pendant 5 ans. A coaché aussi avec l'équipe nationale junior. Fait qu'il a gravité dans le baseball pendant un moment. Il a même fait de l'analyse à RDS pendant 8 ans, je crois, pour les Jays. Fait que, tout mon baseball mineur, ça a été mon coach. Des fois, la relation papa-athlète, je pense qu'il était plus dur envers moi qu'il l'était envers les autres. Il n'a pas le choix. Il ne peut pas montrer du favoritisme. Exact. Puis il connaissait l'étendue de mon potentiel, je pense. Puis souvent, lorsque je voulais abandonner, puis je n'étais pas assez bon, lui, il me donnait la confiance en moi pour pouvoir continuer tout ça. Je te dirais que dans les mineurs, j'ai eu Mike Butcher. Mike Butcher, qui a coaché un petit peu dans les ligues majeures avec l'organisation des Angels. Puis je crois qu'avec une ou deux autres organisations, mais c'était le roving pitching coach dans mon temps. Là. Donc, c'est lui qui était en charge, coordonnateur des lanceurs dans les mineurs. Puis lui croyait en moi. Puis il a cru en moi assez rapidement. Puis lorsque quelqu'un qui est quand même assez haut placé dans le rang des mineurs te donne un vote de confiance, moi, ça m'avait beaucoup aidé à avoir confiance puis à croire que j'étais à la bonne place. Parce qu'au début, tu arrives là, tu débarques là, puis tout d'un coup, tout le monde est bon. Tu regardes à gauche, à droite, tout le monde lance fort, tout le monde est excellent. Fait que de te sentir à ta place, surtout en tant que Canadien, ça prend un certain moment. En tout cas, moi, ça m'a pris un certain moment. Mais lorsque j'ai compris que lui avait confiance en moi, je te dirais que ça m'a aidé beaucoup. J'ai encore contact avec Mike Butcher encore. On se parle de temps en temps, puis c'est un chic type. Je te dirais, éventuellement, lorsque j'ai été libéré et que je me suis joint avec les Capitales de Québec, j'étais peut-être dans une passe où ce que le baseball professionnel était plus tough, c'est une business. J'étais peut-être un petit peu amer envers le baseball. Michel Laplante à Québec m'a donné le plaisir de mettre les pieds sur un terrain de baseball. Puis lui aussi m'a permis de croire en moi énormément. Puis à partir du moment où j'ai eu le plaisir de jouer au baseball, que j'ai cru en moi davantage, j'ai eu du succès sur un terrain de baseball. Puis tu l'as dit, Éric, là, c'est très cliché, mais Éric a été une grande influence pour moi. Là, à partir du moment où on a joué ensemble, je te dirais en 2009, on a développé une belle relation. Puis lorsque j'ai eu des portes qui se sont ouvertes par la suite, Éric m'a accueilli à bras ouverts chez eux. Puis j'allais m'entraîner là quelques mois avant les camps d'entraînement. Puis il m'a aidé beaucoup. On a développé une belle relation. Puis il faisait ça de grand cœur. Non, mais c'est vrai, on a eu du fun pas mal. Mais j'ai appris. On ne peut qu'imaginer, évidemment. Ouais. Et là, finalement, bon, le grand souris, maintenant que tu as dit son nom à la fin avec la grande éloge qui va avec. Non, mais ton histoire est belle quand même, Carl, parce que tu sais. En fait, as-tu été repêché avant d'aller au collège ou en sortant de Northwest Oklahoma que tu as été repêché? Parce que 47e ronde, tu sais, au hockey, on dit ça, le but, c'est d'être repêché. Ouais, mais il y a 6 ou 7 rondes, on s'entend, là. Mais au baseball, quand tu es repêché 47e, c'est-tu assez pour allumer l'étincelle? Tu fais, boy, OK, j'ai des croûtes à manger parce qu'on sait que
évidemment, on a tendance à favoriser ceux qui sont repêchés plus haut. C'est un grand cliché du sport, puis on comprend pourquoi, parce qu'on dépense plus d'argent sur le bonnet de signature et tout, mais il y a ce velours-là, t'es repêché, mais tu fais comme, all right, man. Ça pique l'orgueil, c'est clair, là. Ben, moi, à ce moment-là, j'étais avec l'ABC. J'ai été repêché à partir de l'ABC. Okay. Dans ces années-là, il y avait 50 rondes de repêchage. Aujourd'hui, il y en a seulement 20. Dans ces années-là aussi, il y avait ce qu'on appelle le draft and follow. Ouais. Donc, je dirais qu'à partir de la 25e ronde et jusqu'à la 50e, là, la majorité des joueurs qui étaient sélectionnés, je considère que c'était des joueurs comme moi, là, des joueurs que les équipes voulaient avoir les droits pendant tout près d'un an avant le prochain repêchage. Puis là, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils gardent un suivi. Ils te suivent pendant l'année ou presque le 365 jours là, avant de perdre tes droits avant le prochain repêchage. Puis si le joueur se développe, ben, il t'offre un contrat. S'il ne se développe pas ou ils ne sont pas intéressés, ben, tu redeviens agent libre et tu es éligible pour le prochain repêchage. Moi, à ce moment-là, t'as signé avec parce que t'es resté avec les Angels, mais t'as fait une année de collège pareil, c'est ça? Oui, exact. Fait que j'ai été repêché en 2002, l'année qu'ils ont gagné les séries mondiales, 47e ronde, comme tu l'as dit. À ce moment-là, ça m'a aidé à me dénicher une bourse d'études pour aller à Northeastern Oklahoma, NEO. Donc, moi, je suis allé dans ce junior college-là parce que si moi, je m'en allais dans un 4 ans, je perdais mon droit de pouvoir signer. Je perdais mon éligibilité au prochain repêchage aussi. Ben oui, OK. Ouais, fait qu'il fallait que je prenne la voie du junior college. Fait que j'ai pris l'option junior college. Et je suis passé d'un gars qui lançait 84 à 87, qui faisait 170, 175 livres. J'étais 6 pieds 3. Puis là, je suis allé au collège, j'ai pris un pouce encore, j'ai pris une trentaine de livres, puis je suis passé de 84 La bouffe américaine, on remercie la bouffe américaine pour fried chicken. All you can eat matin, midi, soir. Hey, c'est un 35 livres, mais c'était pas un 35 livres tout parfait. Là, je suis revenu un peu de dû, mais moi, mon but, c'était put on weight, puis lance plus fort. Puis, tu vois, je lançais 88 à 92 000 à l'heure avant le prochain repêchage. Donc, mon 47e ronde était comme évalué entre la 7e puis la 12e l'année suivante, mettons. Fait que, ils m'ont offert un contrat qui équivalait peut-être à un 9-10e ronde là, à ce moment. OK. Fait que j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est difficile. Pendant un an, tu n'as pas le droit de parler à aucune autre organisation. Tu n'as aucune idée s'il y a d'autres équipes qui t'ont aimé pendant l'année. J'avais eu quand même une bonne saison au collège. J'avais lancé un match parfait. J'avais lancé un match parfait aussi dans le junior. Puis j'avais aussi éliminé Seminole, l'équipe à Eric, pendant le regional. Fait que j'avais lancé un match complet, 9 manches, devant des... Je sais qu'il y avait des pisteurs à ce moment-là parce qu'on les voit, là. Ils sont assis avec leur gars, tout ça. J'avais une bonne performance. Ils sont assez faciles à spotter, ouais. Mais tu n'as aucune idée s'il y en a d'autres qui sont prêts à prendre une chance sur toi. Fait que j'avais un contrat sur la table. C'était quand même, pour ces années-là, respectable. Fait que j'ai sauté sur l'occasion et j'ai signé avec les Angels. Une belle carrière. Écoute, tu n'aurais jamais rendu des majeurs, mais l'impact que tu as avec les jeunes que tu fais là, tu as joué dans tous les niveaux. Tu as joué au Mexique, tu as joué dans... Tu es une légende de baseball indépendant, tu as joué des mineurs. C'est quoi le meilleur moment que tu as eu? Si tu gagné le championnat à Québec? J'ai regardé un départ que tu as eu 8 et 1 tiers en 2005. C'était quoi le meilleur moment de ta carrière de baseball, que ce soit en coach ou le WBC quand on a coaché en France? Ça, c'était le fun. On a eu vraiment du fun ensemble. C'est quoi le plus beau moment de ta carrière jusqu'à date? Boy... c'est toujours la question ingrate parce que, tu sais, une carrière, peu importe, c'est toujours plein de petits moments qui font l'ensemble de tout. Mais c'est sûr que, comme Eric dit, il doit bien en avoir un qui doit. Des moments importants. C'est sûr que j'ai gagné un championnat avec l'organisation des Angels. Et puis, j'avais eu la balle. C'était-tu le A dans le 2A? C'était où? C'était A short season, saison courte dans la Pioneer League. Oh, la Pioneer League, ça, c'était dans le nord-ouest, si je ne me trompe pas, non? Oui, puis tu fais de la route pas mal dans la Pioneer League. En finale, on jouait contre Billings, Montana, c'était 16 heures d'autobus d'une ville à l'autre. Fait que, mettons qu'on
Mon coach avait eu la gentillesse de me payer un billet d'avion avant mon start, à moi puis le catcher partant. Comme ça, on était arrivé. Puis il sortait ça de ses poches. C'était Tom Kochman, le père à Casey Kochman, qui a joué les majeurs pendant un bout. Fait que ça, c'est un premier championnat professionnel. Ça, j'ai eu la chance d'avoir la balle pour le match décisif. Sinon, je dirais les 5 championnats, en fait, j'ai gagné 6 avec les Capitales, mais 5 consécutifs, ça, c'était quand même spécial. Puis ça partit en 2009, l'année d'Éric. Ça, c'est des beaux souvenirs. Éric, Pete Laforêt, quand même plein d'autres Québécois, Michel Laplante qui nous coachait. Ça, c'était des beaux souvenirs. C'est beau de vous voir un après l'autre, vous flatter le dos tranquillement. C'est vraiment merveilleux. Le bromance me touche présentement. Je suis ému. Tu avais lancé un complete game. Là. C'était de toute beauté. Puis le lendemain, j'avais eu la balle puis on avait gagné le championnat. Fait que, ça, c'est un beau souvenir. Sinon, lorsque je me suis présenté au camp au Mexique, j'étais juste là sous invitation. Et puis, contre toute attente, avec une équipe qui était quand même fortunée pour la Ligue du Mexique, là, qui remplissait leurs joueurs importés par des gars avec des CV des ligues majeures. Moi, j'avais fait l'équipe. Fait que ça, c'était quand même un moment de fierté. Quand tu tranches qu'au 3, on s'entend que tu n'arrives pas non plus... Ouais. Puis un autre moment de fierté, c'est d'avoir eu une opportunité avec les Phillies à l'âge de 30 ans aussi. Là, après une saison quand même, une de mes meilleures saisons à 29 ans, jusqu'à 30 ans avec les Capitales, Alex Agostino m'a appelé assez rapidement après la saison. Là, je pense qu'on était début octobre. Puis je recevais un téléphone, là, puis on m'offrait un contrat niveau 3 avec les Phillies. De pouvoir avoir une deuxième opportunité 7 ans après avoir été libéré là, par les Angels, ça c'était un sentiment de fierté aussi. Malheureusement, j'étais arrivé au camp d'entraînement blessé, je m'étais déchiré l'ischio la veille de partir. Mais non. On s'est entraîné tellement fort en plus. On était ensemble en Arizona, tout allait bien, tout était parfait. Ses jambes, il y a tellement des grosses jambes en plus. Qu'est-ce qui est arrivé? On travaillait sur l'extension, on travaillait sur finir puis passer par-dessus ta jambe avant. Et je pense que c'est l'avant-dernier lancé de ma séance de 30 ou 35 pitches. Puis là, je la laisse aller sur le coin, côté du bras, du gant. Fait que tu dois être encore plus sur la balle un petit peu plus longtemps. Puis j'ai senti là, un pop directement. C'est jamais un bon son, ça. C'est jamais. C'est pas. Puis là, j'ai lâché un genre de sac là, que je dirais pas. Puis Eric, t'as le droit, c'est un podcast, tu peux dire fuck si tu veux aussi. C'est ça. Fuck. Fait que là, Eric dit qu'est-ce qui se passe? Je dis mon ischio, man, il vient de lâcher. Là. Je suis no fucking way. Fait que toi, si t'avais écrit une biographie, si t'avais écrit ta biographie, ça serait comment Éric Gagné a gâché ma deuxième chance. C'est ça? Ouais, c'est ça. Exact. Je m'excuse. Tu te pointes au camp des Phillies qui, eux, te connaissent pas, puis t'es « sorry, mais mon ischio est déchiré ». Fait que j'étais comme 2-3 semaines en retard sur le restant du groupe. Fait que ça n'a pas été très bon pour moi pour essayer de me tailler une place ou de convaincre l'organisation. Ils m'ont offert une job de coach, par exemple. Ils m'ont offert de rester en tant qu'entraîneur dans les mineurs. Puis à ce moment-là, j'ai dit merci, mais non merci. J'ai le goût encore de lancer la balle. Fait que j'ai décidé de retourner avec les Capitales à ce moment-là. Là, en parlant de lancer la balle, tu lances encore la balle. Puis, je ne sais pas si Martin, c'est ta prochaine question, mais tu t'es fait inviter avec Baseball Canada pour représenter l'équipe canadienne, hein? Yes! Wow. Pourquoi maintenant? Parce que là, on a jugé que tu avais maintenant la maturité pour. C'est ça. Écoute, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Je suis extrêmement flatté, je suis content. Je me considère chanceux. Puis en même temps, je suis vraiment satisfait d'avoir gardé mon bras en forme cet hiver parce que avec 1 mois de préavis à mon âge, je pense pas que j'aurais accepté l'occasion, malheureusement. Mais tout l'hiver, je me suis lancé. J'ai donné des cours privés à un jeune joueur qui est sur l'équipe nationale junior. Donc, 3 fois par semaine, je me lançais avec lui. J'étais son partenaire. Et puis, ça m'a permis de garder mon bras en forme. Le reste de mon corps n'est pas top shape comme il l'était. T'es un lanceur, c'est juste le bras qui fonctionne, honnêtement. On parlait d'Alec Manoa tantôt des Jays. Un bel hommage aux pitchers des années 70 avec une bedaine de bière. C'est extraordinaire.
Tant que le bras est en forme, c'est ça qui compte. Exact. Puis là, ça me donne quand même un mois pour réveiller mon corps qui n'était pas nécessairement totalement endormi. On s'entend que je n'étais pas sur une diète puis un régime d'entraînement très, très sévère. Là. Mais écoute, en Arizona, j'ai lancé 3 manches contre l'Académie, puis je touchais encore 90 000 à l'heure. Donc, avec un mois de plus d'entraînement, je pense que je vais être capable de lancer la balle un petit peu plus fort, puis avec l'adrénaline, puis l'émotion, là, je pense que ça va bien se passer. Moi, je vais venir sur l'expérience des Capitals un peu aussi, parce que moi, je regardais tes statistiques. Je veux dire, tu sais, lorsqu'on parle d'un lanceur qui commande bien tous ses lancers, t'en as un exemple parfait. Là, c'était fou le nombre de, tu sais, ton strikeout per walk ratio. Là, excuse-moi de le dire en anglais de même, là, tu sais, mais je veux dire, c'était quasiment du 10-1. Là, tu sais, je pense qu'une année, tu avais comme 123 strikeouts, mais pas 16 buts sur balle. C'est hallucinant. Puis je me dis en même temps, c'est comme. C'est ça qui mais c'est pas que c'est dangereux, mais quand tu maîtrises la plate aussi bien que ça, il me semble que moi, je suis un frappeur. Je sais que ce que tu vas me lancer risque d'être autour de la plate. J'ai intérêt à soigner, là. C'est un couteau à double tranchant, je te dirais. Des équipes très agressives au bâton, une journée où tu l'as un petit peu moins bien, mais tu es quand même à l'entour de la zone, tu vas te faire frapper, puis tu vas payer le prix. Ma mentalité, c'est que si tu vas avoir le premier but, c'est parce que tu vas le mériter. Puis je faisais confiance à ma défensive en arrière. Puis avec les Angels, on m'a martelé, en tant que partant, essaye de retirer le frappeur en 3 lancers au moins. 3 lancers au moins. 3 lancers au moins. Comme ça, tu es efficace, tu peux aller plus loin dans les matchs. Des retraits au bâton, c'est sexy, mais souvent, ça va grimper ton nombre de lancers assez rapidement. Il y a des moments, j'ai compris, il y a des moments où tu as vraiment, vraiment besoin d'un retrait au bâton, puis c'est ce que tu essaies d'aller chercher. Mais j'avais pas l'étoffe de quelqu'un qui lançait mi-90, qui pouvait blow it by somebody. Tu sais, je pouvais pas nécessairement... Il y a des bonnes années où que oui, je pouvais le faire, mais j'étais plus un pitch de contact, puis lancer pour du faible contact, manquer le baril, puis aller chercher des retraits rapides. Le Greg puis, Maddux des Capitals, man. Un peu, tu sais, mais il a fallu que j'apprenne aussi à lancer des balles en dehors de la zone par exprès aussi, et pas juste remplir la zone, parce qu'il a fallu que j'apprenne avec l'âge puis la maturité à préparer le prochain lancer, à préparer le prochain at-bat aussi, parce que tu vas voir les mêmes frappeurs 3-4 fois dans la même soirée, tu sais, fait que c'est un jeu d'échecs, puis lorsque tu es capable d'exécuter tes lancers, puis surtout, lorsque tu es capable, même si tu es en arrière dans le compte, de lancer autre chose qu'une balle rapide, mais là, le secret de la caramel qui est pas mal là, tu sais, de pouvoir varier tes tirs puis avoir un peu un effet de boîte à surprise, là, c'est la recette que moi j'ai utilisée toute ma carrière. Entre vous deux, c'est une question qui vient de me popper dans la tête demain, mais j'imagine que entre toi, Gags et Carl, le nombre de fois que tu as lancé, il faut que tu aies confiance en toi et en tes moyens pour lancer genre un changement de vitesse quand tu as 3 balles, quand il y a 3 balles dans le compte. Là. Faut vraiment, ce genre de lancer-là, c'est parce que vraiment tu maîtrises ton art. Là. Ben, Eric, c'était son pain et son beurre, son changement de vitesse. Je veux dire, même avec 3 balles, Gags, c'était game de le lancer? Ben oui, écoute, comme Carl disait, c'est ça que aux jeunes là, qu'on parlait d'avoir confiance, on parlait d'être capable de se mentir à soi-même. Je pense que c'est ça un petit peu que tu essaies de dire aux jeunes. Puis c'est sûr que ça ne prend pas du jour au lendemain, ça prend un petit peu de temps à avoir confiance à ça, mais écoute, faut que tu y crois toi-même. Puis à toutes les camps, on a, à Star, les lanceurs ont 7-8 lancers, ce que je n'ai aucune idée comment ils sont capables de faire ça. On voit aussi, il y a beaucoup plus de walk, des choses comme ça, parce que c'est plus swing and miss, mais quand tu lances un change-up 3 balles 2 prises, ça veut dire que tu l'as fait souvent. Tu as confiance en ça. Je pense que Carl, c'est la même chose. Carl, c'est avec toutes ses lancers. Je pense que Star est capable de faire bouger la balle pas mal dans tous les sens, de haut en bas, front to back, puis de côté à côté. Puis je pense que c'est ça. Tu sais, on regarde un gars comme Maddux, on parlait justement de Maddux, puis Carl, c'est vraiment similaire. Il pense vraiment à lancer une prise, à faire swinger early in the count, les trois premiers pitches, comme tu disais. Mais écoute, c'est ça l'art de lancer qu'on parlait. Tu sais, c'est le fun de lancer 97-98 000 à l'heure parce que tu as beaucoup plus de marge de manœuvre un petit peu. Puis les erreurs, ils sont peut-être un petit peu moins coûteuses. Mais en tant que lanceur, quand tu es capable de faire
de travailler des quatre coins, de travailler de devant, à l'arrière, de côté-côté, que ce que Carl faisait, c'est juste de la confiance. Puis c'est dur à lancer 3 balles de prise, un changement de vitesse, mais si tu le sais, tu as confiance, tu l'as fait souvent, je pense que c'est comme quand on se promène en bicycle, tu embarques sur le bicycle, tu sais comment pédaler, tu penses à un changement de vitesse, 3 balles de prise, tu sais exactement où la lancer. Puis je pense que c'est ça, Carl, sa grosse qualité qu'il avait, il était capable de lancer beaucoup de prises dans n'importe quelle situation, puis dans n'importe quelle location qu'il voulait. C'est ça, c'est l'art de lancer. Puis c'est ça que Carl a appris. Puis c'est ça qu'on essaie un peu de, moi puis Lucas, on essaie de montrer aux jeunes comment qu'on lance. C'est quoi? De porter attention aux jeunes. Puis c'est ça un petit peu les jeunes qui font. Puis c'est le fun de voir Carl que, tu sais, ce que j'ai montré à Carl, que j'ai parlé à Carl, le voir coacher, puis le voir, c'est valorisant. C'est le fun de voir que, tu sais, tu pars de moi que j'ai pris j'ai lancé 10 ans des majeurs. J'essaie de montrer ça à Carl. Carl montre ça aux jeunes. Puis c'est le fun de voir que il monte ça avec les jeunes de l'ABC. Il a fait la même chose avec nos prochains, comme on dit. Exactement. Mais moi, une affaire et là, on va changer de sujet radicalement. En fait, parce que j'aimerais ça toucher un peu. Non, c'est quoi? Non, je vais même me retenir parce qu'il y a une question que il y a une affaire dont j'ai hâte de vous parler parce que je suis hyper curieux. Mais moi, je mea culpa. J'ai quand même eu la chance d'aller au Capitole quelques fois. Et j'ai pogné le buzz sur le tard. Ça faisait comme déjà 3, 4, 5 ans qu'on me parlait d'un buzz à Québec. Je fais de quoi tu parles de buzz à Québec et d'un stade plein. Et encore aujourd'hui, c'est quand même merveilleux. La connexion entre cette équipe-là, puis même avec le changement de ligue. Puis on sait que les ligues indépendantes, il y a comme 3 équipes à chaque année qui disparaissent, 4 qui arrivent. C'est pas les ligues les plus stables. On le sait. Et malgré tout, on dirait qu'à Québec, peu importe qui s'en vient nous voir, l'ambiance à un match de Capitale, tu sais, les gens là, qui nous écoutent, là, tu planifies des vacances d'été, tu sais l'expression « ça vaut le détour », là. Écoute, c'est d'une ambiance, d'une chaleur, avec les enfants qui courent partout. Je répète, c'est extraordinaire ce que cette organisation-là a fait pour connecter avec la population. C'est fou. Écoute, t'as peut-être 4500 personnes, 4700 personnes, mais... Il n'y avait même pas ça aux expos des dernières années, tu sais. Avec le bruit, l'ambiance, la manière que le stade est conçu, c'est comme par-dessus toi. Tu as l'impression qu'il y a un 8-10 000. Là, les soirées où l'école est terminée, que c'est le week-end ou qu'il fait beau, une soirée feu d'artifice, peu importe. Les soirées où Éric lançait, c'était fou. Là. Il en rentrait même plus que 5000. Il y avait du monde debout, ses côtés aussi. Mais cette ambiance-là, au niveau du baseball indépendant, j'ai pas retrouvé ça ailleurs, bien honnêtement. Même, on a joué à Winnipeg devant pas loin de 10 000 personnes, puis tu avais l'impression d'écouter du golf. J'habitais à Winnipeg, je peux t'expliquer ces gens-là. J'ai habité là 5 ans. Fait que, les capitales, c'est spécial, c'est unique. Je dirais que c'est un petit peu les Yankees du baseball indépendant, peut-être. Là. Il y a peut-être dans le temps, les Saints de Saint-Paul, là, qui sont maintenant une équipe des ligues mineures, mais eux autres aussi faisaient les choses quand même très bien. Mais c'est le 3 des Twins maintenant, je pense, je me trompe pas. Ça va tout gâcher. Oui. C'est une valeur. C'est une valeur. Ça va gâcher parce que, comme tu dis, le baseball indépendant, c'est vraiment important parce que c'est niaiseux à dire, mais l'amour for the love of the game, là, c'est vraiment ça. Les joueurs qui sont là, ils n'osent pas pour le salaire. Là. On ne fait rien. Ils ne faisaient rien. Les joueurs font 3, 4, 5, 600 pièces par mois s'ils sont chanceux. Mais voir un gars comme Carl qui a joué combien de jours? Tu as joué 9 ans, 15 ans, 8, 9 ans, tu as joué avec les Capitales? 14, Éric. Non, oui. Ben oui. Wow. 14. Yeah. Excuse-moi. Wow! Tu sais, l'expression faire partie des meubles, ça prend tout son sens. C'est 13. J'ai écrit Legend, là, je comprends. Oui, c'est ça, c'est 13, mais l'année qu'il y a eu le post-COVID, là, il y avait eu comme l'équipe Québec, là, il y avait joué Trois-Rivières Québec ensemble. Et contre toute attente, Pat Scalabrini m'avait appelé. Hey, ton bras, es-tu pas pire en forme? Parce que j'aurais besoin d'un départ dans la première série lorsqu'ils sont revenus au Québec. Et puis, fait que j'avais lancé le premier match. Écoute, je n'étais pas bâti pour aller profondément dans le match. Je n'avais pas lancé de l'été ou presque, mais je lançais les pratiques au bâton. Puis je gardais mon bras en forme. Puis 5 jours plus tard, j'étais sur le terrain de golf la veille, puis il m'appelle, puis il dit « Ouais, j'aurais peut-être besoin de toi encore demain. » Je dis « J'aurais aimé ça le savoir avant. » Mais j'avais été lancé à Trois-Rivières aussi 5 jours après. Fait que j'avais fait 2 départs. Fait que ça compte pas nécessairement comme une année complète. Fait que c'est plus 13 années. Mais si je reviens là-dessus, mais vite, parce que je ne sais plus si Ottawa est encore dans la nouvelle ligue. Bon, Trois-Rivières, oui, évidemment.
Ouais. Mais, puis j'avoue, je veux pas, mais occupe pas aux gens de Trois-Rivières qui nous écoutent. J'ai pas été voir les Aigles, encore une fois, je m'excuse infiniment. Mais on s'entend-tu que Ottawa, puis cette espèce de d'effervescence pour l'équipe locale, elle s'est pas encore rendue là. Mais est-ce qu'on voit une amélioration quand même aussi? On voit-tu où Québec is the king, puis le reste est. Ils ont des croûtes à manger, l'animation, le temps mort entre Ouais. les manches. Parce que le stade est beau à Trois-Rivières. Le stade est vraiment génial. C'est un sacré beau stade. Le stade est beau. La surface, peut-être un petit peu moins belle. Écoute, à Québec, on est rendu en synthétique, fait que c'est difficile à battre. Si tu prends la surface à Ottawa, ils ont conservé une superbe surface. Bien honnêtement, c'est un ancien club 3A. Ouais. J'allais souvent avec Tant qu'à moi, il y a trop d'estrades pour le nombre de personnes. Fait qu'ils peuvent avoir une foule correcte là, de 3000, 3500 personnes, mais c'est éparpillé, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de bruit parce que c'est pas condensé un petit peu comme à Québec. Trois-Rivières, par moment, je te dirais, là, surtout lorsqu'on jouait un contre l'autre, ouais. je peux aller souvent à Trois-Rivières lorsque c'était pas avec les Capitals, donc je ne sais pas trop, mais il y avait quand même du monde, il y avait de l'ambiance. C'est plus la surface de jeu qui est pas nécessairement à la hauteur, je te dirais, mais ça reste que le petit côté magique de Québec, il est difficile à reproduire. Ben, en fait, je pense que c'est un modèle pour tout ce qui est baseball indépendant, que ce soit ici au Canada, aux États-Unis ou. Écoute, déjà ici à Montréal, on parle de. Attends, ça se peut Il y a mettre à broyer en même temps, là, mais... À Trois-Rivières, un chandail de Cincinnati. C'était-tu Cincinnati dans le 3 avant qu'il y avait Ken Griffey, son père, qui était là, je pense? Ça se peut-tu? Ben, je pense que oui. Mais sérieusement. Ouais. Non, mais c'est ça qui est triste parce qu'on oublie. Beaucoup d'histoires. L'histoire du baseball. En fait, l'histoire d'amour du baseball. Au Québec est hallucinante, puis on en parle. Tu sais, même que justement, dans le temps de l'époque de Jackie Robinson, les Royaux de Montréal attiraient quasiment plus de gens que des gens qui étaient. Mais je sais pas si c'est le pré-forum, on peut quasiment dire. Mais il y avait quasiment une rivalité entre le baseball de l'époque de Jackie et le Canadien qui n'avait pas des bonnes années. C'est pas arrivé très longtemps, mais c'est pas arrivé hyper souvent. Mais je pense qu'à l'époque, tu avais même 4 clubs-écoles. Dans le temps que les expos, la gang Carter, Dawson, Wallach et compagnie, quand ils sont arrivés avec les expos, la nouvelle génération, tu avais Victo. Trois-Rivières, d'ailleurs, je pense qu'il y avait 4 équipes qui étaient dans la Ligue internationale dans le 3A, en fait, la dernière étape avant d'arriver au majeur ici au Québec. Fait, moi, tu sais, quand on me dit, ouais, le baseball au Québec, ta gueule, Chris, le monde aime ça. Il y a beaucoup plus d'amour pour le baseball qu'on peut penser. C'était mon éditorial, je suis désolé, puis je dis calice, puis je l'assume. Mais vive le podcast. Hey, je veux quand même, avant qu'on se quitte, moi, il faut que vous me parliez de ça, parce que moi, quand Eric m'a dit ça, je fais pardon, quoi? En fait, ce que j'aurais dû dire, c'est, vous dites, mais ce que vous dites, monsieur, vous avez coaché en France. Ça, c'est fou. Je savais que le baseball, il y avait du baseball en France. Je savais pas à quel niveau c'était populaire ou c'était plus comme curieux, comme une espèce d'animal que tu faisais dans un parc national. Tu avances sans faire trop de bruit pour voir quels sont ces baseballeurs dont on me parle souvent. Comment c'était? Parlez-moi de ça, les boys. Vas-y, Carl. OK. Ben, écoute, c'était une belle expérience. C'était enrichissant. Ça nous a permis de voyager aussi. OK, boire du vin, commencer par la vérité. Ça vous a permis de boire du vin en masse, là, au moins. Un peu. Écoute, puis ça nous a permis de voyager à Prague. Ça nous a permis de voyager à Brno, en Allemagne, au Panama, lorsqu'on est allé aux qualifications pour la Classique mondiale. Tu l'as mentionné un petit peu, là, c'est pas le sport préféré des Français, le baseball, c'est plus des marginaux qui s'y intéressent. Les meilleurs athlètes, je pense, qui se dirigent plus vers des sports comme le soccer, peut-être, le judo, le handball. Le rugby aussi qui est hyper populaire là-bas. Fait que... Ouais. Mais on avait quand même quelques Français avec du talent, quelques Français qui avaient un peu d'expérience au niveau professionnel. Et puis, avec les règlements, je pense que ça peut remonter à 2 générations, si je ne me trompe pas. Le recrutement était fait là où il y avait des joueurs qui venaient d'un peu partout, mais avec des antécédents de la France là, qui remontaient à 2 ou 3 générations. Donc, je me souviendrai toujours du première fois que j'étais... on était en Floride, on faisait un genre de camp, puis Eric, il adresse le speech en français, mais un français de mascouche, tu sais. Puis là, t'as les Français de France qui sont de même. Mais qu'est-ce qu'il dit? Puis là, t'as la gang qui parle pas un mot de français, qui ont juste des antécédents, qui, eux autres, comprennent fuck all. Fait que là, il y a
pas grand monde qui ont compris de quoi, sauf, mettons, moi puis les autres Québécois qui étaient dans le groupe. Mais ça, c'était tordant. Mais il a fallu ajuster un petit peu notre vocabulaire. On va aller se dérouler le bras, on va lancer des droites. On va se dérouler le bras? Ouais, on se déroule le bras. On se déroule le bras, j'adore. OK. Quoi d'autre? Attends une minute. Écoute, en posant la question, j'aurais dû préparer justement ces expressions. Hit and run, frapper court. On dit déjà au Québec, on dit déjà, quoi qu'au Québec, c'est la même affaire. Fait que, il y a beaucoup d'anglicisme quand même. Ouais. C'est clair. Ouais. Maintenant, en France, oublie ça, c'est vraiment... Et là, juste une petite parenthèse, c'est drôle parce que récemment, j'ai passé quand même pas mal de temps en France, puis tous les pancartes de commerce sont en anglais. Et dès que tu traverses le bord en Angleterre, toutes les pancartes sont en français. Honnêtement, je sais pas. Pour du monde qui saillisse, ils se crousent d'une drôle de façon. Mais c'est beau de voir quelque part. Parce que c'est une autre affaire aussi. Mais Gag, on voulait en parler de temps en temps aussi. T'sais, on le voit que hockey, c'est devenu un sport hyper international. Je veux dire, quand la Turquie a une équipe nationale, on est d'accord que tu as fait ta job. Le basket, énormément. Le football américain, on le voit un peu à gauche pas à droite. Il y a toujours des matchs de la saison régulière. Il y en a en Angleterre, ils ont essayé en Allemagne. Un beau succès, c'est 1 ou 2 fois par année. Le baseball international, est-ce qu'on le voit vraiment en croissance ou est-ce qu'on en entend parler? Ou vraiment, il y a une job à faire là-dessus? Là? Qu'est-ce qui est arrivé un petit peu? Moi, j'ai manqué en 96, qui c'est la dernière année des Olympiques. C'est là qu'ils ont arrêté jamais d'aller aux Olympiques. Je pense que ça a fait vraiment mal au baseball. On parle vraiment un peu européen, un peu plus que d'autres choses. En Amérique latine, là, écoute, le baseball, c'est énorme, c'est gros, ça n'arrête pas. Oui. Mais moi, quand nous autres, on a coaché la France, il y avait 12 000, non, même pas, il y avait 10 000 personnes qui jouaient au baseball, femmes et hommes, complètement dans toute la France au complet. Fait qu'il n'y avait pas vraiment énormément de choix. Dans les joueurs, on avait un joueur qui avait 15 ans, Ernesto, qui venait de Cuba avec son père dans l'équipe. On avait une fille, je pense qu'elle avait 16 ans. Mélissa Mailleux, qui en passant, c'est la première fille qui est capable de rentrer dans le draft américain de baseball. C'est la première fille qui a le droit de faire... Elle ne s'est pas fait repêcher, mais de se faire repêcher. Mais si veut pas, baseball, c'est plus au Japon, c'est plus en Amérique latine, au Canada un petit peu, mais c'est difficile. Avec la WBC, je pense, et on l'a vu justement cette année avec Ohtani, avec Trout, tous les joueurs américains qui ont vraiment fait l'équipe. C'est vraiment quelque chose qui essaie de pousser. Moi, je le ferai à tous les 2 ans. Je pense que c'est vraiment tellement un beau tournoi, puis c'est vraiment beaucoup d'arguments pour les fans. Mais c'est sûr que c'est difficile. C'est un sport qui est difficile à amener. Il n'y a pas beaucoup d'action au baseball. C'est vraiment, tu regardes un match d'échecs, c'est complètement un petit peu difficile à montrer aux jeunes comment jouer aux échecs. C'est le fun que tu fasses un pitch de vente pour vendre le baseball international en comparant ça à un match d'échecs. Ça, c'est sûr que ça va faire des petits... Non, mais là, ça m'amenait au Savannah Bananas, qui est l'idée indépendante. Non, mais ça va changer, c'est ça. Le baseball veut pas. Tu regardes le sport, c'est lent un petit peu, tu regardes. Mais c'est vraiment relaxant. Tu sais, on parlait justement de la Ligue indépendante. Là, on parle on parle de Savannah Bananas qui va faire grossir. Ils vont sûrement se promener partout dans le monde. Puis le baseball, ils ont besoin de faire des choses comme ça. Puis pour être international, ils ont besoin d'une nouvelle façon de vendre leur sport. Puis je pense que c'est ça qu'ils font un petit peu avec le Bananas, avec la Ligue indépendante qui peut être vraiment régionale. Mais par rapport à grandir et grossir internationalement, c'est pas facile. C'est difficile au hockey, c'est plus facile. Non, mais c'est clair. Je sais parce que je suis avec ton frère sur Facebook qui était... C'est-tu en Suède ou en Norvège? Il a fait 3 ans et demi en Suède. L'année dernière, il était en Suisse. Okay. Et puis, il a fait aussi une année dans la KHL, mais il était basé à Bratislava, en Slovaquie. Mes condoléances. J'ai eu la chance d'aller passer. Non, mais honnêtement, c'était... Non, Bratislava, excuse-moi. OK, oui, ça, c'est quand même pas pire. Ouais. Exact, oui. Ouais. C'était une équipe pas très fortunée dans la Ligue de la Russie, du courir après son cash un peu, mauvaise expérience à ce niveau-là, malheureusement, mais la ville en soi, c'était fantastique, sécuritaire. J'ai passé 4 mois là-bas, puis 2 mois avec lui aussi lorsqu'il a fait le switch en Suède dans la même année. Oui, mais fais ça quand tu joues dans la KHL. Là, quand tu joues dans la KHL, là, ton avion atterrit et tu es juste heureux. Tu comprends-tu? C'est ça qui est le fun de la KHL, c'est que tout ce qui te rend heureux, toutes les choses que tu prends pour acquises, ça te le répète. Hey, on va se quitter là-dessus, mon cher Carl, mais cet été, qu'est-ce qui se passe? Ben écoute, cet été, comme je mentionnais en début d'émission, je m'occupe de l'équipe 17 ans et moins. Je vais aider aussi lorsque mon horaire me le permet avec l'équipe plus jeune, les 16 ans.
Souvent, on a des événements les deux en même temps, donc ça facilite la tâche. Et je suis aussi à TVA Sport comme analyste depuis l'année passée. D'ailleurs, j'ai des matchs vendredi et samedi qui viennent. Ça fait un petit moment que je suis allé parce que j'ai dû quitter justement 2 semaines en Arizona, 2 semaines avec un autre voyage avec l'ABC. Donc, j'ai été moins disponible dernièrement, mais ça recommence là, ce week-end. Donc, dès que le hockey est terminé à TV, là, on va avoir beaucoup, beaucoup de baseball à diffuser. Donc, je vais être, je pense, souvent en ondes aussi là, pendant l'été. Hey, merci infiniment, Carl. Puis l'année prochaine. Hey, dernière question. T'es-tu un Jacques Doucet ou un Roger Brulette? Jacques Doucet, moi, Roger C'est une bonne question, ça, j'adore. Je dirais que je fais un mélange des deux. Moi, je fais la même job que Roger, par exemple. Jacques, lui, est plus commentateur. Moi, je suis à l'analyse, donc je fais la même job que Roger. Donc, on ne travaillera jamais ensemble, moi et lui. Mais je suis moins peut-être pimpant que Roger puisse l'être, là, surtout lorsqu'il y a un circuit. C'est une question de temps. Ouais. Non, mais il va falloir que tu développes ton corps, tu n'auras pas le choix. Puis, fais-moi une promesse. Faut que je travaille là-dessus. Oui. Puis l'année prochaine, écoute, j'espère encore faire le camp d'entraînement avec vous autres, du haut de mes 54 ans. L'ABC en Arizona, part 2. Et honnêtement, si tu touches encore 90, je veux aller frapper. Je veux voir de quoi ça a l'air. J'étais supposé de frapper contre Gags. Il a choqué. Mais, vas-y. Je te promets que je te donnerai pas un but sur balle, Max. Ça, honnêtement, quand je regarde tes stats, je suis convaincu. Hey, Carl, merci infiniment. Content de te parler, content de te voir, content de te voir sourire. Merci, les gars. De toute façon, on va se croiser bientôt. Absolument. Merci, les gars. Puis bonne fin de show. Hey, merci. Thanks, bonhomme. All right.